Bienvenue pour ce deuxième numéro de notre séminaire d'Igora consacré à Postgre. Nous allons parler aujourd'hui de l'architecture PostgreSQL. Attardons-nous sur le moteur Postgre en premier. Supposez que sur votre serveur virtuel ou physique Linux, vous y installez une version Postgre 9.6. Vous avez créé une instance qui va gérer un DB cluster. L'instance consiste en mémoire, en processus, et cette instance va gérer là où les bases accrochées au DB cluster. Vous avez noté plusieurs bases dans le DB cluster, nous en reparlerons dans un petit moment. Une instance Postgre gère toujours les données d'un seul DB cluster. Et un DB cluster est un ensemble de bases de données stockées à un même emplacement dans le système de fichiers, sauf exception pour les tablespace. Une connexion à chaque instance se fait à travers un numéro de port, dédié à la création du DB cluster et bien sûr modifiable ensuite. L'architecture ressemble beaucoup à celle d'Oracle avec le mode multitenant de la 12c ou à la solution native de Microsoft SQL Server. Un DB cluster peut contenir de nombreuses bases de données. Il en a 3 par défaut, nous reviendrons un petit peu plus tard sur ce point. Vous pouvez installer une deuxième version, par exemple la version 10, avec une instance, un DB cluster, une deuxième instance, un DB cluster, une troisième instance, un DB cluster, et une version 11 qui aura également une instance et un DB cluster, ou davantage. Chaque instance reçoit les connexions sur un numéro de port, 5432 par défaut sur la 9.6, et on peut donner des numéros séquentiels ensuite, 5433, 34, 35, 36, pour les autres instances. Parlons, si vous le voulez, de la mémoire. Pour qu'un DB cluster puisse être utilisé, une instance Postgre doit être démarrée et elle va louer de la mémoire. Cet espace mémoire contient le shared buffers, qui est une mémoire cache qui contient les blocs les plus utilisés, des tables et des index, comme le fait Oracle avec le buffer cache par ailleurs. Le wall buffer est une zone mémoire qui va contenir toutes les entrées de journalisation, lorsque l'on fait des inserts, update, etc., delete. Et cette zone de mémoire s'appelle wall parce que cela veut dire write ahead logging. Ce mécanisme correspond beaucoup à ce que fait Oracle avec le redo log buffer. La process array est une zone de mémoire qui permet d'effectuer des tris, création d'index, etc. Ce qui ressemble un petit peu à la PGA d'Oracle. Attardons-nous sur les fichiers. Les fichiers wall contiennent les wall buffers, c'est-à-dire toute la journalisation qui va être mise sur disque à chaque fois qu'il y a un commit, de façon à pouvoir redémarrer en cas de crash et ne pas perdre de transactions. Les fichiers wall archivés sont une copie des fichiers wall, donc l'équivalent des archives log Oracle, et cela est optionnel, c'est si l'on veut que les bases soient en mode archive. Le fichier pghba.conf permet de configurer des autorisations de connexion. Les fichiers log contiennent les messages, les alertes, les warnings et les erreurs éventuelles de Postgre et sont le pendant de alert.log d'Oracle. Le fichier postgres.conf contient tous les paramètres de l'instance. Le fichier pgcontrol gère la sécurité et les contrôles de bon fonctionnement de l'ensemble. Quant aux fichiers temporaires, ils sont mis sur disque quand les tris prennent trop de place en mémoire pour être exécutés. Parlons des process. Le process tout en haut à gauche, Postgre, est lancé au démarrage. Il contient en fait l'exécution du binaire Postgre. Il reçoit les connexions entrantes et va déclencher des process user à chaque connexion entrante, mais il lance aussi les autres process background qui sont listés à droite et en dessous, et il s'assure de leur bon fonctionnement au long de l'ouverture de l'instance. BGWriter va prendre les blocs modifiés dans le shared buffers et les écrire sur disque, un peu comme le dbwr le fait sous Oracle. Le tovacoom va gérer et superviser le nettoyage des tables et lancer le calcul des statistiques, nous y reviendrons. Le wallwriter est chargé d'écrire dans les fichiers wall le contenu des wall buffers. Le stat collector va prélever des statistiques de fonctionnement de l'instance Postgre pour en retirer des informations de supervision. Il est optionnel.
L'archiveur effectue l'archivage des journées de transaction, c'est-à-dire les fichiers WAL, va les mettre dans un espace d'archivage. Quant au log writer, il va rediriger les messages d'information, d'avertissement, d'erreur des différents processus Postgre vers les fichiers log. À gauche, vous voyez une série de process user. Ce sont toutes les connexions entrantes que le process Postgre en haut à gauche, qu'on appelle aussi postmaster, va créer. Et chaque session, chaque connexion va déclencher la création d'un process Postgre user. Et chaque déconnexion va voir disparaître ce process. Parlons des 3 bases dont nous avions parlé tout à l'heure. 3 bases par défaut lorsque l'on crée un DB cluster. Il y a une base Postgre qui est créée par défaut, sur laquelle peuvent se connecter des outils, des utilitaires associés à Postgre, utilitaires tiers, ou votre connexion à l'aide de l'outil PSQL. Connexion par défaut sur la base Postgre quand il n'existe aucune autre base. Une base template 0. Il faut savoir que lorsque l'on installe Postgre et que l'on crée un DB cluster et une instance, ces 3 bases sont créées automatiquement. Et si un jour vous voulez ajouter une base, il faudra automatiquement l'ajouter à partir d'une base template. La base template 0 est créée avec des valeurs par défaut qui sont liées à la version de Postgre. Il ne faut surtout pas y toucher. Par contre, la base template 1 est créée à partir de la base template 0. Et dans la base template 1, comme tout template, vous pouvez personnaliser, ajouter certaines tables, certaines fonctions ou autres paramétrages qui pourront être ensuite dupliqués sur toutes les bases futures que vous allez créer. Ici, par exemple, on va créer une base A, une base B. Dans chaque base, il y a bien sûr des tables, des index, des séquences, des fonctions, des vues. Elle va être créée par défaut à l'image de la base template 1, mais ensuite vous pourrez créer vos propres objets applicatifs, etc. Vous pouvez créer un très grand nombre de bases dans une installation Postgre, dans une instance Postgre. Parlons des utilisateurs. Nous reprenons le schéma de tout à l'heure et affichons quelques utilisateurs en haut à droite. Les utilisateurs vont être associés à l'ensemble de l'instance et du DB cluster. Il y a un utilisateur par défaut, et puis on va pouvoir en créer d'autres. Ces utilisateurs sont globaux pour tout le DB cluster et non pas spécifiques à une base. Ils vont être définis et stockés dans le répertoire de l'ARPGData /PG Global. On voit bien qu'ils sont stockés et gérés en dehors des bases. Il existe un super utilisateur, par défaut Postgre. Il est possible de créer des utilisateurs supplémentaires. Les utilisateurs sont définis au niveau du DB cluster. Les utilisateurs peuvent créer des tables dans plusieurs bases. Il est possible de paramétrer des droits de connexion base par base. Ça peut poser d'ailleurs un problème si 2 logiciels veulent créer leur table dans 2 bases différentes avec le même nom d'utilisateur, car il y aurait un seul mot de passe, donc des problèmes de sécurité potentiels. Parlons des schémas. Alors, les schémas, on va prendre une petite image qui reprend les 5 bases que nous avions vues dans les slides précédents, les 3 bases par défaut et 2 bases applicatives par exemple. Zoomons sur la base A. Le schéma pgcatalogue contient le catalogue de la base, il est créé par défaut. Nous pouvons créer des tables, index, etc. dans le schéma public, qui est créé lui aussi par défaut. Il est préférable néanmoins de définir un ou plusieurs schémas supplémentaires dans chaque base, pour ne pas tout laisser dans le schéma public. On pourrait comparer un peu les schémas au répertoire du système d'exploitation, à ceci près qu'ils ne peuvent pas être imbriqués. Les schémas sont autonomes, on peut créer les mêmes noms de tables dans différents schémas. On a par exemple ici créé un schéma Jean, pour un utilisateur Jean qui voudrait y ranger ses données, et un schéma Pierre, pour l'utilisateur Pierre qui voudrait y ranger ses données. On crée aussi par exemple un schéma Paye, un schéma Compta, un schéma CRM, dans lequel les données de ces différents users pourront être stockées. Une même session ne peut pas accéder à plusieurs bases à la fois. Par contre, elle peut accéder sans souci à plusieurs schémas d'une même base, sous réserve de bénéficier des droits appropriés.
Il existe des mécanismes de type database link, néanmoins, qui permettent d'accéder à d'autres bases lorsque l'on est connecté, mais ce sera avec un artifice et non pas d'une façon dans la même requête, simplement et naturellement, comme on le fait avec d'autres bases. Alors, la notion de schéma est indépendante de la notion d'utilisateur. Un schéma appartient à une base. Il peut exister le même nom de schéma dans différentes bases d'un même DB cluster. Ces schémas seront indépendants. Une table fait obligatoirement partie d'un schéma. Il existe un schéma public par défaut dans chaque base, et une table appartient obligatoirement à un propriétaire. Enfin, il existe une notion de search path qui est extrêmement importante. Alors, vous savez tous que la variable path sous Linux ou Windows permet de lancer un programme sans trop savoir où il se trouve, à condition que son répertoire soit dans la variable path. Postgre utilise le même concept pour trouver les tables. La variable searchPath assignée à la connexion est modifiable. Elle liste le ou les schémas où peuvent se trouver les tables utilisées dans les ordres SQL. Étant donné que Postgre ne possède pas de notion de synonyme, le searchPath a son utilité. Et cette méthode est très pratique, mais aussi très dangereuse. En effet, en fonction des schémas listés dans le searchPath et de leur ordre, les résultats peuvent être complètement différents. Mais nous pouvons paramétrer ce searchPath, fort heureusement. Ce tableau présente en bleu le DB cluster avec à l'intérieur deux bases. Une base prod en vert qui contient 5 schémas, une base dev en orange qui contient aussi 5 schémas. Les tables dans le tableau ont été créées par les utilisateurs listés à gauche. Le searchPath a été mentionné plus bas pour ces utilisateurs par un chiffre pour des raisons de commodité. En réalité, la syntaxe est tout à fait différente. Par exemple, l'utilisateur CRM, dans son searchPath, a un premier schéma qui est CRM, un deuxième qui est GESCOM, un troisième qui est Compta sur la base de prod. C'est la même chose sur la base de dev pour lui. Donc, on peut imaginer pour chaque utilisateur, en fonction de son searchPath, lorsqu'il va nommer une table sans la préfixer par le nom du schéma, où elle va être retrouvée. Je vous laisserai analyser ce schéma en détail en faisant une pause. Et néanmoins, on va tout de suite avancer en expliquant que l'histoire des numéros tout en bas, c'est juste pour imaginer les conséquences de tel ou tel paramétrage. Mais la syntaxe de Postgre consiste à utiliser la variable searchPath que l'on peut positionner bien sûr en mentionnant quels sont les schémas dans l'ordre de recherche. Cette méthode comporte beaucoup d'avantages, mais aussi quelques risques potentiels si on l'utilise mal. Parlons des tablespaces. On rappelle comment marche les tablespaces sur Oracle pour comparaison. Nous avons pour un tablespace donné une structure logique. On a des objets qui sont dans ce tablespace, par exemple les tables EMP et DEPT ou l'index EMP et 1. Le tablespace est constitué de plusieurs fichiers physiques qui sont ici listés, et la table est composée d'extensions qui peuvent être situées sur l'un ou l'autre des fichiers. Bon, tout DBA Oracle connaît ça par cœur. D'autres bases de données fonctionnent sur le même principe. Il n'en est pas du tout ainsi pour Postgre, qui a une démarche assez différente, qui était existante sur certaines versions d'Informix, qui d'ailleurs est dérivée de Postgre, on l'a vu au premier séminaire. Les premières versions d'Informix marchaient sur le même système. Donc vous avez pour un tablespace Postgre une structure logique, toujours deux tables, un index, mais au niveau de la structure physique, le tablespace va être associé à un répertoire, et plus précisément un répertoire décliné en base, en sous-répertoire. Et donc vous allez avoir, pour stocker vos trois objets, un répertoire PG01, SageData. On descendra dans la base qui correspond exactement à nos objets. Mais les objets vont être stockés en tant que fichiers, si bien que la table EMP va être stockée physiquement sur le disque sous un fichier de numéro 1678, DEPT 1679, EMPI1 2315. On va avoir plus de précision sur ces modes de stockage. Mais retenez bien qu'un tablespace est associé à un répertoire et il pourra contenir plusieurs bases et les tables et index associés
à ce table space, pour cette base, pour ce table space. Parlons maintenant des stockages de tables, index et lignes. Alors chaque table est stockée dans un fichier autonome. Les tables de plus d'1 gigaoctet sont découpées en plusieurs fichiers d'1 giga au maximum. Il en est de même pour les index. Les fichiers associés aux tables et index sont stockés dans un table space, c'est-à-dire dans le répertoire associé au table space. Le nom des fichiers associés aux tables et index est numérique. Une fonction SQL de Postgre, ainsi qu'un utilitaire au niveau de l'OS, permettent de connaître le nom des tables et index en fonction de leur numéro, ce qui peut être assez pratique dans certaines situations. Alors prenons un exemple. Une variable importante dans Postgre, c'est pgdata. Pgdata mentionne l'emplacement où tous les fichiers d'un DB cluster se trouvent. Pour cette version et cette distribution, pgdata est dans varlib pgsql 9.6/data. Dans ce répertoire, qui est le répertoire par défaut du DB cluster, nous allons avoir un sous-répertoire qui s'appelle base, qui va contenir les différentes bases associées à ce pgcluster et leurs fichiers. Exception faite de table space spécifique qui serait stocké ailleurs. On avance. Dans le répertoire base, on a plusieurs bases que l'on reconnaît avec leur numéro et entre parenthèses leur nom. On voit par exemple template 1, template 0 et Postgre n'ont pas été ici représentés. Nous avons 16385 qui est la base de production, mais sur le disque, vous verrez, 16385. Dans le répertoire de la base de données 16385, vous avez plusieurs fichiers, et par exemple le fichier 24692 correspond à la table Customer. La table Order aura un fichier qui s'appelle 27214, et ainsi de suite. Descendons à l'intérieur d'un fichier. Le fichier 24692 correspond à la table Customer, et nous allons voir comment est composé un fichier, c'est-à-dire une table sur disque. Bien sûr, c'est découpé en blocs, comme toutes les bases de données, bloc de 8K par défaut. Zoomons dans l'intérieur d'un bloc. Nous avons un page header qui contient un préfixe, comme d'ailleurs le fait Oracle ou d'autres moteurs de base de données, ainsi qu'un champ final du bloc qui s'appelle spécial, qui permet de vérifier la cohérence. Puis un certain nombre de slots, d'items, qui permettent de pointer sur les lignes stockées dans le bloc. Chaque ligne ou tuple a un header, on va y revenir dans un instant, suivi d'un certain nombre de values, qui sont les colonnes de la ligne. J'attire votre attention sur le header et le deuxième et troisième champ qui s'appelle xmin et xmax. Ils sont très importants, on va voir un détail là-dessus. C'est un numéro de transaction pour la création de la ligne ou tuple et un autre pour la destruction de cette ligne ou tuple. On avance sur un rappel sur les transactions et les propriétés acides. Alors, définition. Une transaction, c'est un groupe de commandes SQL dont les résultats seront rendus entièrement visibles pour le reste du système lorsque la transaction est validée, commit, ou enlevée de la base si la transaction est annulée, rollback. Pour respecter les propriétés acides, les transactions doivent être atomiques, cohérentes, isolées, durables, ce sont les normes acides. À ce jour, Postgre ne prend pas en charge les transactions distribuées, de sorte que toutes les commandes d'une transaction sont forcément exécutées dans la même instance et dans la même base PostgreSQL. Néanmoins, Postgre dispose de fonctionnalités équivalentes aux Database Link et Gateway d'Oracle sous le nom de Foreign Data Wrapper, FDW, mais dans ce cas, il n'y aura pas la gestion du two-phase commit. Alors, ici, on présente brièvement les propriétés acides. Nous n'allons pas nous y attarder. Ce sont des choses assez connues. Si vous voulez approfondir cette diapo et les 4 suivantes, n'hésitez pas à faire pause l'atomicité, la cohérence, l'isolation, la durabilité. Nous abordons maintenant un point extrêmement important de Postgre, le multiversion
Concurrency Control, en abrégé MVCC. En effet, le multiversion Concurrency Control permet de gérer les propriétés acides dont nous venons de parler et de gérer la lecture consistante. Ce MVCC permet par exemple de gérer la situation où les lecteurs ne bloquent jamais les écrivains et les écrivains ne bloquent jamais les lecteurs. Et il n'y a pas non plus de cascade de verrouillage qui irait jusqu'à un niveau très élevé lorsqu'il y a de gros updates. Donc, le respect des normes acides oblige de pouvoir visualiser une ligne dans une version plus ancienne. C'est ce qu'on appelle le Multiversion Concurrency Control, MVCC, ou lecture consistante. Pour mémoire, Oracle utilise la fonctionnalité Undo, auparavant Rollback Segment, pour permettre d'accéder à des lignes d'une version précédente ou aux lignes en cours de modification par une autre session. Le schéma est ici. Supposons que vous lanciez un select avec un SN 20001, mais qu'une autre transaction soit en train de modifier une ligne un petit peu plus bas, ramenée par le select, et la transaction est plus récente puisqu'elle a comme SN 20058. Eh bien, pour respecter la lecture consistante, il faut pouvoir récupérer les données ramenées par le select avec le même numéro de SN que le démarrage. Pour y parvenir, Oracle gère toutes les images avant dans un undo, ou rollback segment, et va non pas retourner la ligne courante, qui n'a d'ailleurs peut-être pas été committée, et même si elle avait été après le démarrage du select, elle ne doit pas être ramenée, et va ramener la valeur précédente grâce aux données d'images avant stockées dans l'undo. En fait, Postgre fonctionne différemment pour atteindre le même résultat. Donc, il n'y a pas de système undo sous Postgre, mais un autre système que nous allons détailler. Lorsque vous faites un insert, la ligne va être insérée bien sûr, mais dans le header dont nous avons parlé tout à l'heure, il y avait un petit champ qui s'appelle xmin, qui correspond en fait au numéro de transaction de création défini au moment de l'insert. Donc, vous ajoutez une ligne. Le champ CRE ou xmin va contenir 40 parce que vous êtes en train de faire votre insert au moment où le numéro de transaction de l'instance est à 40, par exemple. Si vous faites un delete de la même ligne plus tard, dans une autre transaction, puisque la première aura été committée, eh bien, supposons que vous soyez arrivé au numéro 47 dans les numéros de transaction courantes de Postgre, le fait de faire un delete ne va pas effacer la ligne de la table, ni la mettre autre part en réserve pour y accéder, non. C'est simplement le champ EXP, expired, qui correspond au Xmax du header de tout à l'heure, qui va en fait mentionner que cette ligne est supprimée. C'est une genre de suppression logique. Et tous les gens qui vont interroger la table avec un numéro de transaction inférieur à 47 pourront voir cette ligne encore. Mais ils ne la verront pas s'ils l'interrogent avec un numéro de transaction supérieur à 47. Qu'en est-il pour les updates? Eh bien, dans le cas d'un update, Postgre va faire une suppression suivie d'une insertion. Donc, on a une ligne courante qui est la ligne de Pierre, par exemple, et le numéro de transaction de création était 64. Et puis, tout d'un coup, il y a un update. Eh bien, l'update, on avait un numéro de transaction 78 à ce moment-là, eh bien, on supprime la ligne, donc on met expired égale 78, c'est Postgre qui fait tout ça, bien évidemment, en automatique, et il va insérer une nouvelle ligne avec un numéro de transaction à 78, qui va devenir la ligne courante après update. Donc, en fonction, quand vous faites un select, en fonction du numéro de transaction du moment où vous lancez le select, soit vous verrez l'ancienne valeur, soit vous verrez la nouvelle valeur. On retrouve le même fonctionnement que ce que fait Postgre par exemple, que ce que fait Oracle par exemple, mais avec une toute autre méthode qui comporte, comme toujours, des avantages et des inconvénients. Mais là, on pourra en reparler plus en détail. Tout ce qui est MVCC mériterait un développement plus long. Il faut savoir qu'il y a un logiciel, une fonctionnalité de Postgre qui s'appelle Vacuum, on en a un petit peu parlé tout à l'heure, qui fait le ménage et qui va supprimer toutes les vieilles lignes lorsque on est sûr que plus aucune transaction ne pourra en avoir besoin. Voilà pour l'architecture de Postgre. Nos prochains épisodes Postgre, les sauvegardes, la supervision. Nous avons été contents de
savoir que vous avez regardé ce web séminaire. D'autres sont envisagés. Et nous vous rappelons que Digora est à votre disposition pour vous apporter de l'aide, du renfort pour vos projets Postgre. Merci de votre écoute.